Salut à tous, bienvenue dans cette émission. Comme vous le savez, d'habitude, nous choisissons chaque fois un thème dans la semaine sur lequel nous discutons avec un spécialiste. Et aujourd'hui, nous avons un spécialiste du domaine qu'on a choisi. Et le thème d'aujourd'hui, c'est sur l'importance du dépistage du cancer du col de l'utérus. Je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec professeur Ibrahim Teguete, gynécologue obstétricien au centre hospitalier universitaire de Gabriel Touré. Alors, installez-vous confortablement, approchez vos calepins et stylos parce que vous allez beaucoup apprendre au cours de cette émission. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Maria. Professeur, disons. Docteur, professeur, c'est question de titre, de diplôme, il n'y a pas beaucoup de différence. L'important, c'est ce qu'on sait faire. D'accord, ok. Alors, donc, bienvenue sur notre plateau. Vous êtes à l'AMPPF ici. Merci beaucoup. Je dois dire tout d'abord à l'entame de cet entretien que je suis particulièrement très content de voir que l'AMPPF s'est enrichi de moyens de communication à la hauteur de ses ambitions, parce que la télévision procède de cela. C'est ça. Et surtout que ça permettra une communication de large portée pour atteindre le maximum de citoyens. Et quand on prend nos politiques, normes et procédures en santé de la reproduction, on sait très bien quelle est la place qu'occupe la communication en matière de santé. C'est ça. Il y a prévalu d'être une composante transversale. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi et un grand plaisir parce que c'est par ces moyens-là qu'on peut éduquer le maximum de nos concitoyens et concitoyennes en matière de santé de la reproduction. Merci beaucoup, professeur. Vous-même, vous venez d'entendre, je ne peux rien ajouter sur ça. Merci beaucoup, professeur, c'est encourageant. Comme vous le savez déjà, l'AMPPF, c'est une organisation très, très ambitieuse. Donc, chaque fois, nous essayons d'apporter une innovation dans le domaine de la santé. Et pour information, avant de se lancer dans le vif du sujet de passage, nous avons même conçu récemment une application sur la santé de la reproduction. L'application, c'est l'application ICNA. Donc, dans cette application, on peut faire une consultation en ligne, poser des questions au docteur qui nous répondent directement. Nous avons des téléconseillers qui répondent aux différentes questions qui sont posées également sur l'application. Nous avons aussi un volet conseil pratique qui englobe beaucoup de conseils sur la santé de façon particulière et sur la santé reproductive de façon particulière et sur la santé de façon générale. Merci beaucoup, professeur. Alors, professeur, nous allons passer à la première question de notre émission. Professeur, aujourd'hui, le thème porte sur l'importance du dépistage du cancer du col de l'utérus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer réellement qu'est-ce que c'est que d'abord le cancer du col de l'utérus? Merci, monsieur Maïga. Cette question est une de mes activités prioritaires sur le terrain, eu égard au fait que le cancer du col de l'utérus est un problème de santé publique. D'accord. Aujourd'hui, quand vous prenez tous sexes confondus, c'est-à-dire les hommes et les femmes ensemble, et vous prenez tous les cancers qui peuvent s'attaquer aux deux sexes, quand on les classe par ordre d'importance en nombre et en termes de décès liés au cancer, le cancer du col de l'utérus est le deuxième cancer au Mali. Tous sexes confondus, tous sites confondus. En moyenne, il y a 1400 nouveaux cas chaque année au Mali. 1400. En moyenne, il y a 1260 décès chaque année au Mali qui sont imputables au cancer du col de l'utérus. C'est énorme ça. Alors que ce cancer est aujourd'hui très, très accessible à la prévention dans toutes ses composantes. La prévention primaire qu'on appelle la vaccination et la prévention secondaire qui est le dépistage du cancer du col de l'utérus. Donc ce cancer ne devrait en réalité pas continuer à être un problème de santé publique. Tout à fait. Mais l'espoir est permis quand on voit tout l'engouement qui est autour de ça, puisque le gouvernement de la République du Mali l'a inscrit en priorité par rapport aux agendas. Ceci fait que, pour joindre
l'actualité, on est en train de le coupler actuellement à la campagne nationale de planification familiale. C'est ça. Donc, pour que l'aspect intégration des services de santé de la reproduction soit réellement effectif sur le terrain. C'est ça. Et si on prend également cette initiative même que l'AMPPF prend d'organiser cette émission aujourd'hui, cela confirme qu'en termes de priorité au Mali, la lutte contre le cancer du col de l'utérus occupe une place de choix. C'est ça, tout à fait. Merci beaucoup pour cette réponse très très riche. Docteur, quelles sont les causes du cancer du col de l'utérus? Alors, Monsieur Maïga, merci pour cette question. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, la cause du cancer du col de l'utérus, c'est un petit virus qu'on appelle le virus du papillome humain. Papillome humain, ok. Et ce virus-là, il est responsable de la première maladie sexuellement transmissible dans le monde. Ah ouais. Et potentiellement, virtuellement, la probabilité pour qu'une femme soit infectée par ce virus-là au cours de la vie est de 80% ou plus. Ce qui veut dire que chaque femme est à risque de contracter ce virus. Cette notion est très importante et ne doit pas faire l'objet d'amalgame. Parce que quand on dit que ce virus est la première cause d'infection sexuellement transmissible, les gens peuvent comprendre en cela que c'est les gens qui ont des comportements peu orthodoxes sur le plan sexuel qui vont avoir ce virus et donc avoir le cancer. Ceci n'est pas vrai. Il est clair que concernant les maladies gynécologiques d'origine infectieuse ou pas, les gens qui ont un comportement peu orthodoxe ont une probabilité plus élevée que les autres. Mais en réalité, par rapport au virus du papillome humain, que vous soyez avec un seul partenaire ou pas, vous pouvez contracter ce virus-là. D'accord. Et c'est pourquoi, en matière de prévention, c'est toutes les femmes qui sont concernées. Tout à fait. Aussi, les hommes. D'accord. Je dois préciser quelque chose. Avoir ce virus-là ne veut pas dire avoir le cancer du col de l'utérus. Ah, le virus peut se manifester. L'écrasante majorité des individus vont éliminer le virus naturellement. D'accord. Ce virus, il va persister chez un petit pourcentage de personnes. D'accord. Et quand ça persiste, ça donne des petites anomalies. Et ces anomalies ne sont pas encore le cancer. Ces anomalies peuvent évoluer pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, voire 20 ans. Aussi long. Avant de devenir le cancer. Imaginez, pendant 10 ans, pendant 20 ans, une femme n'a pas pu prendre la décision d'aller consulter un professionnel compétent pour lui demander d'observer, de regarder son col de l'utérus pour voir s'il n'y a pas une anomalie qu'il faut traiter pour qu'il n'y ait pas le cancer. Ça, au Mali, on n'appelle pas ça même une question de pauvreté. C'est pourquoi en causerie éducative, nous avons l'habitude de dire que le cancer du col de l'utérus, c'est la maladie de l'ignorance, c'est la maladie de la négligence. Et c'est ça qu'il faut combattre. Et c'est en cela que ce genre de plateau est vraiment l'idéal pour pouvoir prévenir. Parce que la première étape en matière de prévention, c'est la communication pour le changement de comportement et le changement social. Et c'est ça qui fait l'intérêt d'un tel entretien. Ça veut dire que nous devons continuer la communication sur toutes ces formes, en langue locale, en français, et faire comprendre aux gens les dangers, les risques de cette maladie. Je dois vous dire que le plus, quand je fais des interviews sur le cancer du col, dans 9 cas sur 10, c'est en Bambara que je le fais. Parce que nous savons que c'est ce que la plus grande majorité de nos populations... C'est ça.
Alors, merci, professeur, c'est très, très intéressant. Merci beaucoup. Vous venez de parler du virus. Est-ce que vous pourrez davantage nous parler des symptômes? Alors, ce que j'aime dire le plus souvent, c'est que ça ne me plaît pas souvent de parler des signes du cancer du col de l'utérus. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous avez un cas de cancer du col de l'utérus, ça veut dire qu'il y a eu une faille dans le système de santé. D'accord. Mais quand on parle de système de santé, il ne faut pas voir seulement l'administration sanitaire, le gouvernement, les structures de santé. Non. Les premiers protagonistes du système de santé, c'est la population. La population, c'est ça. Les citoyens. La santé, c'est un comportement au quotidien. Tout à fait. Et c'est pour cela qu'il faut comprendre que la santé n'est pas d'abord l'affaire des médecins, des professionnels de la santé que nous sommes. C'est l'affaire de la communauté, de la cité. Pour rester en bonne santé, il faut au quotidien avoir un comportement qui éloigne de la maladie. De la maladie. Et c'est ça, un comportement responsable, tel qu'on le définit dans la parenté responsable, parce que c'est notre devoir d'aller dans ces choses. D'accord. Est-ce que, comment dirais-je, docteur, vous pourrez nous expliquer comment se fait le dépistage? Le dépistage, donc avant de parler du dépistage, j'ai l'habitude de dire ici, on veut que les gens comprennent et qu'ils comprennent l'importance qu'ils en aient peur de la maladie. Il faut leur dire, c'est quoi cette maladie? Je vais quand même répondre à votre maladie. D'accord, ok. Nous avons l'habitude de dire, en matière de signes ou symptômes, que le premier signe qui doit orienter vers le cancer du col de l'utérus, c'est lorsqu'au décours de relations sexuelles, une femme observe des saignements. Provenant des voies génitales. On dit saignement après rapport sexuel égale cancer du col de l'utérus jusqu'à preuve du contraire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tant qu'une femme qui a saigné, qui habituellement a des relations sexuelles, tout se passe bien, aujourd'hui elle a des relations, elle se met à saigner. Tant qu'elle n'a pas consulté un professionnel compétent, qui fait des investigations pour démontrer que ce saignement n'est pas dû au cancer, elle ne doit pas s'asseoir comme telle. Pourquoi? Parce que quand on prend les saignements, la cause qu'ici on dit c'est le saignement lui est attribué, la plus grave, car mortelle, ça c'est le cancer du col de l'utérus. C'est à cause de ça qu'on ne doit pas négliger un saignement au décours des relations sexuelles. Et j'insiste sur ça parce que qu'est-ce qui se passe au quotidien quand nous prenons les admissions dans les structures de santé au Mali pour cancer du col de l'utérus? Dans 7 à 8 cas sur 10, les femmes viennent très tardivement, à un moment où elles ne peuvent même pas bénéficier de l'arsenal thérapeutique disponible. Parce que c'est déjà trop tard. C'est trop tard. Pourquoi? Parce qu'elles négligent ces saignements. En général, l'idée la plus communément répandue dans notre contexte, quand une femme saigne, elle dit « Attention, je ne comprends rien, mais je suis en train d'observer mes règles. Alcool, ce n'est pas la période des règles. » Ça, c'est une ignorance. D'accord. Quand on saigne en dehors de la période des règles, ça ne s'appelle pas règle. Règle, oui. C'est une anomalie qui nécessite d'aller consulter pour qu'on trouve la cause de ce saignement et faire le traitement qui s'y est. D'accord. Et si ce message passait, cela nous permettrait d'avoir des femmes qui sont vues tôt au cours de la maladie, qui seront facilement traitées et qui vont guérir du cancer du col de l'utérus. D'accord. Chez nous, dans la grande majorité des cas, ce n'est pas la situation. Non. Quand elles arrivent, dans la grande majorité des cas, on fait des mesures d'accompagnement thérapeutique, ce qu'on appelle des soins palliatifs, dont on ne dispose même pas de tous les moyens. Ce n'est pas normal pour une maladie qu'on peut prévenir.
Mais si la femme ne consulte pas au début, vous allez voir que les saignements ne se feront pas seulement au décours des rapports sexuels. Elle peut saigner aujourd'hui au cours des rapports, demain elle va saigner spontanément, et si rien n'est fait, les saignements vont alterner avec des pertes blanches, mais c'est des pertes blanches qui sont nauséabondes, qui ressemblent à du puffant et qui sentent vraiment très mauvais. Et le cancer, quand ça naît au niveau du col, ça ne reste pas sur place. Et c'est ça la caractéristique fondamentale du cancer. C'est une boule, mais c'est une boule maligne. En quoi est-ce que c'est malin? Parce qu'à partir de sa position de départ, qui est le col, ce cancer va envoyer des ambassadeurs dans d'autres parties du corps humain. Il y a des ambassadeurs qui vont aller au niveau de la vessie, là où on emmagasine l'urine avant de pisser. Oui, c'est ça. Au niveau de l'anus, au niveau du foie, au niveau du cerveau, au niveau des poumons. Et celui-là, ces ambassadeurs du cancer de départ ont la capacité de ronger les tissus, de les détruire. Donc quand ça s'installe au niveau de la vessie, ça ronge la vessie. Et ça met la vessie en communication avec les voies génitales. L'urine ne va plus stagner dans la vessie et ça va s'écouler par les parties intimes, par le vagin et la vulve. Donc on n'a plus envie de faire pipi parce qu'on fait pipi permanemment. Et ça sent l'urine tout le temps. En ces moments-là, la personne est permanemment infectée, a souvent mal, et ses douleurs sont très souvent atroces, résistantes au traitement de douleurs classiques que nous avons. C'est vraiment difficile. Très difficile. Alors qu'on peut éviter cela. On ne doit pas arriver à cette étape-là. Tout à fait. Quand on arrive à cette étape, cela veut dire qu'on a été négligent. On n'a pas consulté tout. Mais on ne doit même pas tomber malade parce qu'on peut prévenir. Et c'est la prévention qui est l'essentiel, l'arme efficace contre le cancer du col de l'utérus. Le premier volet de la prévention qui était le plus connu et qui est vraiment disponible au Mali aujourd'hui, ça c'est la prévention secondaire qu'on appelle le dépistage du cancer du col de l'utérus. Le dépistage veut dire quoi? Ça ne veut pas dire aller examiner une personne malade. Non. Le dépistage s'adresse à une personne qui est en bonne santé apparente, comme cette dame qui passe devant un PPF tout de suite, qui marche bien habillée, qui n'a rien, qui se sent en bonne santé. C'est elle qu'il faut interpeller, sensibiliser pour qu'elle se fasse dépister. D'accord. Et la convaincre qu'on n'est pas en train de faire le dépistage pour aller voir qu'elle a le cancer. Loin de là, ce n'est pas l'objectif. Le dépistage consiste à aller chercher, comme je le disais à l'entame de mon propos, ces petites anomalies qui précèdent le cancer même. Et quand on a ces anomalies, on peut les traiter rapidement. Le traitement, du début de notre entretien à maintenant, ça trouve que j'ai fini le traitement de 3 femmes qui ont des lésions précancéreuses. Ça veut dire que ça ne prend pas aussi de temps. Ça ne prend pas de temps. Autant elle est bien habillée pour aller à un baptême ou un mariage, on l'amène, on la traite, elle ne sent rien, elle va se rhabiller, elle va aller à son baptême ou à son mariage. Si elle ne dit pas aux gens, personne ne le saura. C'est vrai. On entend fréquemment des femmes dire que ça fait mal. Ça ne fait pas mal. C'est des dictons. Et c'est les dictons qui ont gâté tout le système de santé. Tout à fait, voilà. Et je demande à la population, en matière d'information, il faut toujours s'adresser aux professionnels qui sont en charge de ces questions. Quels que soient les domaines, pas seulement la santé. En particulier en matière de santé, on ne fait pas confiance au dire de quelqu'un dont on sait qu'il n'a aucune formation reconnue pour être une référence en matière de santé. Si on a une information du genre, on doit toujours se rapprocher
des structures de santé et des professionnels de la santé Tout à fait. pour connaître la véracité des problèmes. C'est la moindre des choses. Et c'est ça qui est très important. Le dépistage du cancer du col de l'utérus ne fait pas mal. Parce que ça se fait au cours de ce qu'on appelle l'examen au spéculum. D'accord. Et cet examen au spéculum, c'est une étape de toute consultation gynécologique de routine. C'est un petit matériel qu'on place dans les parties intimes qui nous permettent de voir l'intérieur du vagin et de voir le col de l'utérus. D'accord. Ça ne fait pas mal. Et ça a beaucoup d'avantages. Beaucoup. Parce que non seulement on peut se rassurer que ce col, il n'est pas malade, il n'a pas d'anomalies qui vont aboutir au cancer, premièrement, mais dans le même temps, on peut voir beaucoup d'infections. Oui. Ce qu'ils appellent perte blanche anormale en pratique et qu'on appelle dans la langue locale les ménimpos. On voit beaucoup de ces anomalies-là. On les traite. Et le traitement de ces anomalies est très important par rapport à la prévention du cancer du col de l'utérus. Parce que le virus dont je vous ai parlé, c'est à la faveur de ces infections qui vont créer de petites blessures qu'on ne peut pas voir à l'œil nu au niveau du col, que le virus va aller se loger à l'intérieur du col et commencer à amener ces anomalies. Donc si on traite les anomalies, ces infections-là, au cours de ces examens, ça casse encore, ça diminue la probabilité pour que le virus puisse aboutir au cancer. Et c'est en cela que c'est important de faire ce dépistage, parce que ça ne fait pas seulement la prévention du cancer du col, mais ça permet de prendre en charge les infections gynécologiques. Et d'autres anomalies peuvent être vues. On peut voir d'autres boules qui ne sont pas des cancers, qu'on peut traiter dans le même temps. Ou des femmes qui, à la suite d'accouchements difficiles ou de travaux pénibles, ont commencé à avoir les organes génitaux qui descendent un peu, qui peuvent même faire protrusion à la vulve, qu'on appelle le prolapsus. C'est des opportunités pour diagnostiquer ces maladies et qui peuvent être traitées pour restaurer la santé de nos paisibles citoyennes. Et pour qui connaît le rôle de la femme dans notre pays, dans nos familles, dans l'éducation de nos enfants, il s'agit tout simplement d'un axe salutaire que de les amener à se faire dépister. Ceci est très important. C'est très important. De toutes les façons, donc, professeur, moi je trouve que c'est un mal bien parce que même si on a mal, il y a dépistage et ça permettra aussi de savoir si vous avez d'autres infections ou pas. Et c'est une occasion pour vous de découvrir que vous avez une infection et de traiter cette infection. Absolument. Voilà. Et surtout, j'insiste, je répète, le dépistage ne fait pas mal. D'accord, c'est ce qu'il faut retenir. Le dépistage ne fait pas mal. Même le traitement de la lésion qui précède le dépistage, le cancer du col, ne fait pas mal quand on voit. Parce que quand vous prenez les traitements, un type de traitement, c'est la glace. Ok. La même glace là. D'accord, ok. On a un petit pistolet, quand on enclenche sur le piston, vous voyez de la glace qui se forme. Okay. Vous voyez, quand il fait très froid, quand on ne se met pas de la crème sur la peau, ça s'écaille. Oui, oui. Donc quand on met de la glace sur le col, vous allez voir que ça enlève les parties malades. Immédiatement, on voit la partie s'enlever. Ça, c'est une façon de faire. D'accord. On peut aussi prendre le courant électrique avec un petit appareil ou une batterie chargée qui coagule la partie. Ça ne nécessite aucune anesthésie. On vous explique, vous avez une petite crampe qui ne va jamais faire autant mal que des règles douloureuses. Oui. Ça ne fera pas aussi mal que ça. Et en 5 minutes, on a fini de vous traiter. Quand c'est aussi important, on peut même couper la petite partie, mais quand on doit couper la partie, vous savez, quand vous vous blessez tout de suite, quand la plaie est profonde, vous allez à l'hôpital, on fait une suture. C'est ça. À l'hôpital, on ne se met pas à vous suturer comme ça. Non, non. On prend un produit anesthésique, on infiltre la partie et on suture, ça ne fait pas mal. Ça ne fait pas mal. C'est exactement la même chose qu'on fait sur le col. On infiltre avec une seringue chargée de produits anesthésiques, on infiltre les 4 points cardinaux du col et vous voyez qu'on peut reséquer la petite partie sans douleur. Sans douleur. Et on vous dit
gardez l'abstinence sexuelle pendant 1 mois et vous allez guérir. Après, la sexualité est possible. Aucun changement. Vous pouvez avoir une grossesse, avoir des enfants. Et tant que vous êtes bien suivi, vous ne ferez pas le cancer du col de l'utérus. D'accord. Très important. Dépistage facile, sans douleur. Traitement simple, bien codifié, sans grandes conséquences. Et tant que bien suivi, pas de cancer. Le cancer du col de l'utérus est très accessible au dépistage. Merci beaucoup, docteur. Alors, il y a des femmes aussi qui nous posent souvent la question depuis notre page et nos différentes plateformes. Elles nous demandent si toutefois une femme qui a le symptôme du cancer du col de l'utérus, est-ce qu'elle peut être empêchée de concevoir? Alors, il faut comprendre une chose. Je dis bien, le dépistage ne cherche pas le cancer lui-même. Il cherche la lésion qui précède le cancer et qu'on traite. D'accord. Mais quand vous avez le cancer lui-même, le traitement est lourd. Pourquoi c'est lourd? Okay. Parce que quand vous avez le cancer, si vous avez la chance, on peut vous opérer. Okay. Je dis bien si vous avez la chance. Ah, c'est la chance. Si vous avez la chance, on peut vous opérer. Et je veux vous dire qu'au Mali, on ne peut pas opérer 80% des femmes qui ont le cancer du col. Ah. On ne peut pas parce qu'elles arrivent à un moment où le cancer a envahi tous les organes de voisinage. C'est pourquoi le cancer... Donc, là, on ne peut pas faire de chirurgie. Quand vous voulez faire la chirurgie, vous allez créer plus de problèmes que de bien. Donc, si vous avez la chance, on peut vous opérer. Mais ce n'est pas une opération aussi facile parce que dans cette opération, on enlève tout l'utérus. L'utérus, c'est l'organe qui est destiné à abriter la grossesse. Okay. Et c'est cet utérus, on l'enlève. Vous ne verrez plus de règles. Vous ne ferez plus d'enfants. On enlève la partie supérieure du vagin. Mais tenez-vous bien, quand on arrive à vous faire ce traitement parce que vous avez la chance, vous n'êtes pas pour autant guéri. Ah bon? Il faut faire la deuxième étape du traitement. Ça consiste à injecter dans votre corps des médicaments qui vont détruire les cellules cancéreuses restantes, mais concomitamment avec la radiothérapie. Vous savez, chez nous, on connaît plus souvent la radiographie. La radiographie. On va photographier une partie de votre corps, on montre la maladie au docteur et il va vous faire le traitement qui s'y est. Ça, c'est la radiographie. Mais c'est différent de la radiothérapie. La radiothérapie identifie le mal dans votre corps, va bombarder avec des rayons X la partie pour détruire les cellules. Au Mali, on a une seule unité. Une seule? Une seule unité. Alors que, normalement, les standards, les normes veulent que quand vous comptez 1 million d'habitants, il faut construire une unité de radiothérapie pour chaque million d'habitants d'une population. Donc il nous faut 20 minimum. Et c'est cela qui m'amène très souvent à insister là-dessus. Il ne faut pas croire que ces questions, c'est le gouvernement seul qui peut le résoudre. Non. Il faut beaucoup d'initiatives privées. Il faut une mobilisation de la société civile. Et il ne faut pas oublier une chose. C'est à cause de l'importance de la charge, de la diversité des problèmes, que le Mali a décidé depuis les années 91 de décentraliser le système de santé. Oui. On donne une partie du système de santé aux communautés pour prendre en charge leur propre santé. Leur propre santé. Cela veut dire que les communautés ne doivent pas rester en marge. Elles doivent s'organiser pour aider le gouvernement à pallier certaines difficultés. Tout à fait. Et c'est ça qui fait que quand vous prenez certains pays, je ne dirais pas de nom. Je connais un pays qui a 35 millions d'habitants, qui a 33 unités de radiothérapie. Sur les 33 unités de radiothérapie, 18 unités sont pour les privés et la société civile. Merci beaucoup, docteur. J'avoue vraiment que, précisément, moi, j'ai beaucoup appris. Si le Mali compte déjà presque ou plus de 20 millions d'habitants, on est en manque de 19 autres unités si le Mali n'a qu'une seule unité. Parce qu'il faut savoir que cette radiothérapie, elle n'est pas réalisée que pour le cancer du col.
tous les autres cancers auront besoin de la radiothérapie. De la radiothérapie. Alors que toutes les parties du corps humain peuvent être attaquées par le cancer. Le cancer de la peau, le cancer de la gorge, le cancer des seins, le cancer du poumon, etc., etc. Tout à fait. Donc, c'est pour cela qu'il faut voir la chose en grand. Et chacun a un rôle à jouer. Un rôle à jouer. Merci beaucoup, docteur. Alors, ici au Mali, le dépistage du cancer du col de l'utérus ou le traitement du cancer du col de l'utérus, c'est payant ou c'est gratuit? Alors, je vais nuancer. Dans la grande majorité des cas, en réalité, le citoyen lambda ne paye pas quelque chose. D'accord. Mais ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas totalement gratuit. Non, ce n'est pas totalement gratuit. D'accord. Parce que même si quelqu'un sponsorise, c'est quand même de l'argent qui a quitté quelque part et qui est mis dedans. Oui, beaucoup. Donc, ce n'est pas gratuit. Mais la somme qu'on paye est vraiment très modique par rapport au service rendu. D'accord. Quand en temps normal, les structures le font sans soutien, ça coûte entre 500 francs et 1000 francs. Exceptionnellement, ça atteint 2000 francs. Mais ça coûte entre 500 francs et 1000 francs, dans la grande majorité des cas. Le dépistage. Mais c'est presque dans la grande majorité des cas, c'est gratuit. C'est gratuit, même à 2000. Et je dois vous dire que de 2016 à 2022, le gouvernement de la République du Mali, avec l'appui de l'amicale des femmes d'Orange Mali et le soutien de la fondation Orange, a organisé dans le district de Bamako une grande campagne de départ. Merci beaucoup. On voit que le sujet est très intéressant. Nous allons continuer avec notre émission. Alors, professeur, dites-nous qui peut faire ce dépistage? Est-ce que seulement qui peut faire le dépistage ici au Mali? Les femmes, toutes les femmes peuvent le faire, les jeunes, les adultes, les femmes qui sont malades. Si je dis malades, il y a des femmes qui sont hypertendues ou hypotendues, des femmes qui ont d'autres maladies. Qui peuvent réellement faire le dépistage? Alors, c'est une excellente question. Au Mali, selon les politiques et les normes en matière de santé de la reproduction, le dépistage du cancer du col de l'utérus s'adresse à une femme qui est sexuellement active et qui est âgée de 20 à 65 ans. D'accord. Quand vous faites le dépistage une première fois, vous avez par exemple 25 ans, on vous a fait le dépistage. On vous dit que vous n'avez rien. Le test est négatif. Vous devrez reprendre le test un an après. Ok. Si après un an on refait le test, on dit que c'est négatif, c'est normal, en ce moment vous allez refaire le test une fois tous les 2 ans. Jusqu'à l'âge de 65 ans. 65. Quand vous aviez 65 ans et que le test a toujours été négatif, vous ne faites plus le dépistage. D'accord. Okay. Ça, c'est les tests que nous utilisons, les tests colorimétriques. Ok. Maintenant, quand on vous a fait le dépistage à l'âge de 25 ans, par exemple, on a vu une anomalie et on a traité l'anomalie. Avec les textes que nous avons, où vous devrez faire le dépistage chaque année. Chaque année. Jusqu'à l'âge de 65 ans. À partir de 65 ans, si on dit que vous n'avez rien, vous arrêtez. D'accord. Mais, dans notre contexte, il y a aussi des cas de cancer qu'on a chez des femmes âgées. Okay. Si vous avez votre maman, votre grand-mère qui a 66 ans, 68 ans, qui n'a jamais été dépistée, c'est bon de l'amener pour qu'elle soit dépistée une seule fois. Si on dit qu'elle n'a rien, c'est terminé. Elle peut arrêter de faire le dépistage. D'accord, ok. J'ai dit qu'on commence à 20 ans. Mais, dans notre contexte, on sait qu'il y a les mariages et maternités précoces. Oui. Ce n'est pas rare d'avoir des filles de 18-19 ans qui ont fait déjà 2 enfants ou 3. Oui, c'est fréquent. Toutes ces filles, ces dames-là, doivent être dépistées. On ne doit pas faire le dépistage à une femme qui n'est pas sexuellement active. Et ce n'est pas la peine de faire le dépistage. C'est une femme qui a toujours fait le dépistage et son test était normal et qui a un âge supérieur à 65 ans.
D'accord. Mais ce schéma peut être changé par les nouvelles avancées. D'accord. Les nouvelles avancées, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a la prévention primaire du cancer du col de l'utérus, qu'on appelle la vaccination contre le cancer. D'accord. Et ce vaccin, il est administré préférentiellement aux petites filles de 9 à 15 ans. Ok. Quand on est correctement vacciné et qu'on a accès à des tests moléculaires de dépistage, c'est-à-dire ces tests-là se font avec des particules provenant du virus même, qui permettent d'identifier rapidement la présence ou l'absence du virus. Quand on est vacciné et qu'on a accès à ces tests, on peut faire le dépistage 2 fois seulement au cours de sa vie, à 35 ans et à 45 ans. C'est largement suffisant sur la base des preuves scientifiques. Ces tests, nous ne les avons pas. En principe, le Mali va avoir la vaccination intégrée dans son système de santé cette année contre le cancer du col de l'utérus. Et c'est pour cela que c'est important. Mais en attendant, le vaccin est disponible dans les pharmacies. Seulement, ça coûte cher. La dose, si on doit vous faire 2 doses, une dose coûte 145 000 francs CFA pour le vaccin nanovalent. Ça, ce n'est pas à la portée de tous les Maliens. Non. Donc, si vous pouvez le payer, pour le moment, c'est dans les pharmacies. Mais quand ça va venir dans le programme national, ce serait très moins cher. Très, très moins cher. Et c'est là où nous devrons vraiment insister. Très souvent, quand le gouvernement, même si on donne le vaccin gratuitement au Mali, c'est des milliards que le gouvernement mobilise pour conserver le vaccin, pour transporter le vaccin dans les plus petits villages et faire l'activité. Oui, tout à fait. Mais on va trouver parfois que des personnes qui ne connaissent rien de la chose se mettent à dire des contre-vérités sur ces mêmes vaccins. C'est comme on est en train de freiner le développement du pays. La réalité, c'est ça. Non, c'est ça la réalité. Il faut comprendre que les vaccins ne viennent pas dans le pays comme ça. Il y a beaucoup de garde-fous qui sont là, des commissions scientifiques, des commissions de prudence, d'éthique, qui sont là pour regarder le pour et le contre et étudier le médicament pour voir est-ce que on a besoin de ça. Est-ce qu'il a des effets secondaires? S'il y a des effets secondaires, est-ce que ces avantages sont de loin supérieurs à ces inconvénients? C'est après une analyse très affinée de tout ça que le gouvernement fait venir les médicaments. Et c'est pour cela que et les médicaments et les vaccins, c'est vraiment très bien qu'on se limite aux structures qui sont agréées pour les offrir. C'est très important. C'est très important à savoir. Merci beaucoup, docteur. Donc, notre émission tend déjà vers sa fin. Donc, nous avons une avant-dernière question pour vous avant de vous poser la dernière question. Alors, est-ce qu'il y a des dispositions prises par le gouvernement malien dans le cadre du dépistage ou du traitement du cancer du col de l'utérus? Alors, je dois vous dire que je fais partie du comité scientifique de l'Office national de la santé et de la reproduction. D'accord, le l'ONAS. Aujourd'hui, dans le chronogramme des activités, l'extension du programme Week-end 70 à l'ensemble des régions du Mali occupe une place de choix. Et c'est un combat que le ministère de la Santé, avec à sa tête Madame le ministre Diaminatou, est en train de mener pour que la santé de la reproduction connaisse de meilleurs jours dans notre pays et la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Je dois vous dire, honnêtement, quand Madame le ministre a pris son poste, un des premiers éléments qui ont fait l'objet d'une analyse affinée sur instruction du plus haut sommet, c'était la lutte contre la maladie des femmes, la mortalité maternelle et le cancer du col de l'utérus. Nous avons tous été conviés et on a fait les recommandations qui sied dans ce sens. Je ne peux pas quitter ce plateau sans remercier d'autres femmes qui ont été très importantes au Mali en matière de lutte contre le cancer du col de l'utérus. D'accord. En l'occurrence, paix à son âme, notre chère tante Dr Binta Keita, mais également la présidente de l'amicale des femmes de Orange Mali, Mme Tessier Marina Omar Diallo, qui a vraiment fait toutes les démarches pour que le programme Week-end 70 puisse avoir lieu à Bamako, ainsi que l'ancienne première dame, Mme Keita Aminata Maïga, qui a été la marraine
du programme Week-end 70 et qui venaient régulièrement sur le terrain s'enquérir de la situation. Ce sont des choses qui ne doivent pas être tues. Et je dois dire aussi que je ne peux pas quitter ce plateau sans saluer nos maîtres qui nous ont fait et qui ont été les premiers à initier la lutte contre le cancer du col au Mali. J'ai nommé le professeur Amadou Ingré Dolo et le professeur Sine Bayo. Voici des personnes, plus tout le staff technique des maternités, des services de gynécologie, des centres de santé communautaires, avec à leur tête les braves Amazones que sont nos sages-femmes, qui sont en réalité la pierre angulaire de la lutte contre le cancer du col dans son versant dépistage du cancer du col. C'est tout ce beau monde qui permet de faire bouger vraiment les lignes par rapport à la prévention du cancer du col et qui doit être salué. On ne peut que leur dire merci. On ne peut que leur dire merci. Alors, nous arrivons maintenant à notre dernière question. Professeur, connaissez-vous la MPPF? Si oui, dites-nous comment est-ce que vous avez connu la MPPF et ce que vous savez sur la MPPF. Alors, je dois vous dire que me demander de connaître, si je connais la MPPF, l'Association malienne pour la protection et la promotion de la famille, c'est me demander est-ce que je connais la santé de la reproduction au Mali. Parce que vous savez, pour la petite histoire, la MPPF, c'est la filiale de l'International Planned Parenthood au Mali. Oui, c'est ça, et c'est au Mali depuis 1972. Oui, ça fait 5 ans. Et c'est vraiment la porte d'entrée de la planification familiale au Mali. Et quand on parle de planification familiale, il faut le mettre dans son contexte. C'est ça. C'est donner aux familles et aux couples les moyens de décider de quand est-ce qu'elles veulent procréer et de procréer en toute sécurité et d'élever correctement les enfants. Ça inclut bien sûr la contraception, mais également la lutte contre les infections de la sphère génitale et tous ces troubles qui peuvent interférer avec l'enfantement. Je dois dire que quand j'ai travaillé au niveau de la division santé familiale et communautaire, j'ai aussi beaucoup travaillé avec la MPPF dans les années 1997, 18, 19. À l'époque, on a lancé ensemble le programme Jeunes de la santé de la reproduction. Et ce sont les premiers pas par rapport à la santé de la reproduction des jeunes et des adolescents au Mali, avec l'accompagnement de l'UNFPA, etc. Tous ces bons moments. Je dois dire aussi que la Société malienne de gynécologie obstétrique coopère beaucoup avec la MPPF. Et dans les années 2005-2006, nous avions même aidé à faire fonctionner la clinique ici en organisant des consultations gynécologiques, prendre en charge les infections, suivre les grossesses, faire des échographies pour que la clinique ait vraiment tout le paquet complet de la santé de la reproduction. Donc, si on me demande si je connais la MPPF, je dis tout simplement que je fais partie de l'équipe aussi. Merci. En tout cas, nous, les plus jeunes, ça nous encourage, ça nous motive à travailler encore davantage avec l'AMPPF. Merci beaucoup, professeur. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Vos propos nous ont été très, très utiles et j'espère aussi que ces propos vous ont été très, très utiles, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés et branchés sur notre télévision. Sans hésiter, n'hésitez pas, je répète encore, n'hésitez pas de partager les publications. Donc, on se dit à très bientôt. Merci, professeur. Le plaisir est pour moi. Merci.